Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de NTD Le Journal. Nous sommes le vendredi 24 août. Voici tout d'abord les grands titres de l'actualité chinoise. Le mystère plane toujours sur l'origine des cadavres non réclamés. 4 ans après le séisme de Wenchuan, rien n'a été reconstruit. Une source a dévoilé que Gu Kailai aurait conclu un accord avec les autorités chinoises qui ne ferait pas appel de sa sentence de la peine de mort avec sursis. De nombreux internautes soupçonnent que Neil Heywood a été tué pour d'autres raisons. Selon les commentateurs, il y a bien d'autres crimes choquants cachés derrière le procès de Gu Kailai. Le jour même où le verdict de Gu Kailai a été prononcé, le site internet chinois Caijing a publié, en tant que focus du jour, une série de photos intitulées « Gu Kailai ne fera pas appel de son premier verdict de la peine de mort avec sursis » et « Docteur Lamort et son usine de cadavres ». La façon dont les photos ont été présentées ferait illusion du lien entre le cas de Gu Kailai et le trafic des cadavres qui ont eu lieu à Dalian. Hua Po, analyse des affaires courantes basée à Pékin, a indiqué que les autorités chinoises ne toucheraient rien quant aux détails cachés du cas de Gu Kailai, à savoir les prélèvements d'organes des pratiquants de Falun Gong vivants et le trafic de cadavres. Je crois que le tribunal a conclu un accord avec elle et Zhang Chaojun. Ils ne feront pas appel car ils ont connu leur sentence avant qu'elle ne soit prononcée au tribunal. Selon le commentateur politique Lin Chen-chao, un mal terrifiant est caché derrière le sursis de Gu Kailai. Si le PCC relève les crimes de Gu Kailai à propos des prélèvements d'organes sur des pratiquants de Falun Gong et au trafic des cadavres, cela constituera un énorme choc pour la survie du PCC. Le PCC ne peut pas se permettre un tel impact. Il risque déjà un effondrement à tout moment, vu son état instable actuel. Li Tianchao pense que le PCC a condamné Gu Kailai pour un crime pénal dans le cadre d'un accord visant à couvrir la persécution du Falun Gong. Les internautes en Chine continentale disent que la famille Bo a commis un très grand nombre de crimes à l'encontre des vivants et des morts en profitant des cadavres chinois transformés en spécimens et exposés à l'étranger. Les internautes exigent une enquête approfondie sur l'origine des cadavres. Les internautes se sont référés à un message de Kuo Kang Montener qui a écrit « Qui est derrière les usines de cadavres ?» Heywood connaissait les dessous de ces usines et a menacé la famille Bo avec ça. C'est l'une des véritables raisons pour lesquelles le couple Bo a assassiné Heywood. Bo Xilai a introduit et développé des usines de traitement de cadavres à Dalian. Le projet lui-même est un crime contre l'humanité. Avec l'existence de ces usines en Chine, la persécution menée par Jiang Zemin contre les pratiquants de Falun Gong s'est intensifiée en transformant ces pratiquants et autres dissidents en des spécimens. C'est un crime contre l'humanité, un péché énorme. Pour la première fois, le rapport sur les droits de l'homme 2011, publié en mai par le département d'État américain, révèle qu'il a été rapporté que le PCC a effectué des prélèvements d'organes sur des pratiquants de Falun Gong. Lors d'un rassemblement en juillet dernier devant le Capitole à Washington, D.C., de nombreux membres du Congrès américain et des représentants des organisations non gouvernementales ont condamné les prélèvements d'organes comme un mal jamais vu sur cette planète. Nouvelle NTD. Depuis que NTD a révélé les histoires internes à propos de la connexion entre les usines de traitement des cadavres de Dalian et Gu Kailai, usine de cadavres est devenue un sujet brûlant sur les forums sociaux en ligne de Chine continentale. Tout le monde veut connaître l'origine de ces cadavres. Le Southern Metropolis Daily a interviewé deux géants de la plastination de corps humains. L'un, la Dalian Hongfen Biotechnology Company, l'autre, la Von Hagens Dalian Plastination, et l'article se penche sur la rivalité entre les deux entreprises. Le Southern Metropolis Daily, journal de la province du Guangdong au sud de la Chine, publiait mercredi un article sur les restes humains siliconés faisant partie de l'exposition présentée à New York par l'entreprise américaine Première Exhibition. L'entreprise déclare dans son démenti en ligne que les corps viennent de la police chinoise. Le fournisseur de ces cadavres en Chine était la société Dalian Hongfen Biotechnology Company, dont Sui Hongjing est le PDG. Il est le concurrent d'affaires et ancien directeur de la société Von Hagens Dalian Plastination.
Les 17, 20 et 21 août, le Southern Metropolis Daily a conduit des interviews avec Sui Hong-jin et le directeur des relations publiques de Von Hagens Dalian Plastination. Sui Hong-jin a dit que les corps traités par sa société sont des corps non réclamés, c'est-à-dire qu'aucune famille n'est venue réclamer. Le directeur des relations publiques de Von Hagens Dalian Plastination a dit que la majorité de leurs cadavres sont des donations volontaires venant d'Allemagne et d'Amérique du Nord. D'après Rinkreux, un commentateur politique, l'article n'aborde pas la question clé. Tous les débats se focalisent sur la provenance des corps humains. Toutefois, le reportage ne touche pas à cette question fondamentale, ne faisant qu'aborder la querelle entre les deux entreprises et son origine. Mais il élude le facteur le plus important, l'origine des cadavres. Pour expliquer les cadavres non réclamés, Sui Hong-jin a mentionné que les leurs viennent d'autopsie médicale. S'ils viennent vraiment d'autopsie médicale, alors on ne peut pas les transformer en spécimens humains, parce qu'après dissection, le corps serait incomplet. Donc les cadavres qu'ils utilisent doivent être ceux qui n'ont pas été utilisés par les écoles médicales. Rinkreux doute que les cadavres fournis par Dalian Dongfeng Biotechnology puissent venir d'hôpitaux. Mais alors, d'où viennent-ils ? Ces compagnies font ce genre d'affaires. Il est par conséquent naturel que les gens s'interrogent sur l'origine des cadavres. Il est de leur responsabilité de répondre. Que l'origine soit fiable et légitime ou non, c'est à eux de donner de vraies réponses. Les discussions vont bon train sur Sina Weibo concernant les usines de cadavres de Dalian. Les gens cherchent la vérité en ce qui concerne leur provenance, d'autant plus qu'elles ont été établies au moment où Bo Xilai était le maire de Dalian, le gouverneur du Liaoning, et que les autorités centrales du PCC ne vont pas tarder à s'occuper de lui. Jusque-là, aucune réponse satisfaisante n'a été donnée s'agissant de son implication dans ce commerce. Nouvelle NTD. 4 ans après le tremblement de terre qui a frappé la région de Wenchuan, la tension est retombée. Pourtant, un journaliste de Pékin s'est rendu sur place récemment et a constaté que presque rien n'a été reconstruit. Plus de 6 milliards de dollars d'aide ont été versés, mais les fonctionnaires les ont détournés pour leurs propres intérêts et les habitants n'ont reçu aucune aide. De nombreuses routes restent fermées ou sont impraticables et des milliers de victimes vivent toujours dans des abris temporaires. Notre dossier interdit du jour porte sur ce sujet. Les habitants de Chine centrale gardent des souvenirs douloureux du séisme qui a frappé la région de Wenchuan en mai 2008. Plus de 6 milliards de dollars de dons ont été envoyés pour aider la population à reconstruire. Des dizaines de milliers de foyers ont été détruits. Plus de 80 000 personnes sont mortes dans la catastrophe. Le célèbre journaliste et écrivain Tie Liu s'est rendu dans la région de Wenchuan. Il rapporte que la plupart des lieux sont restés dans le même état de désolation depuis le tremblement de terre. Nous avons passé 8 jours dans les régions tibétaines affectées à Lushan, Tianchuan, Markang, Shagu, Luding et Wenchuan. Les routes n'ont pas été reconstruites ou elles ne sont pas entretenues. Même les policiers nous ont dit que nous devrions dénoncer cela publiquement. Ils n'ont aucun moyen de faire entendre leur inquiétude. Les responsables corrompus ne s'occupent que de leur lutte de pouvoir et de leur argent. Dans de nombreuses régions, les routes sont impraticables. Il faut plus de 3 heures pour parcourir 25 kilomètres. Ces 25 kilomètres de route ont été complètement ignorés ces 4 dernières années. C'est impossible de conduire, c'est très dangereux. On peut difficilement passer. La route longe la rivière Min et est bordée de montagnes. Notre voiture rebondissait comme si elle dansait sur la route. À tout moment, on aurait pu tomber dans la rivière ou être pris dans un éboulement. C'était vraiment dangereux. Les habitants se demandent où est passé l'argent de la reconstruction. Ce genre de route, il y en a partout. Des routes perdues sous les inondations, les glissements de terrain. C'est comme ça depuis toutes ces années. Qui sait où va l'argent? Maintenant que vous voyez cette situation, aidez-nous si vous pouvez.
Un TD a appelé les autorités locales. Un employé de l'administration du canton de Chaojin a répondu que la route était dans cet état à cause de la pluie. Les voitures ne peuvent pas passer à cause de la pluie. Les éboulements sont provoqués par les tunnels. Lorsque les tunnels traversent les montagnes, la montagne s'écroule. Selon Thie Liu, les autorités locales n'entreprennent que les projets qui peuvent sauver la face et qui seront remarqués par les autorités centrales. Beaucoup d'habitants de la région m'ont demandé de dire au comité central du PCC que les responsables corrompus utilisent les aides à la reconstruction pour se construire de grandes maisons. Les fonds de reconstruction ont été alloués au département de l'agriculture, mais les responsables du département ont gardé l'argent et l'ont mis dans leur poche. Non seulement les routes n'ont pas été reconstruites pendant ces 4 ans, mais de nombreuses victimes du tremblement de terre vivent toujours dans des abris de fortune. Qu'en est-il des enfants qui ont perdu leurs parents dans le séisme? Selon le département des affaires civiles du Sichuan, sur 630 orphelins, seulement 12 ont été adoptés. Les autres dépendent de leurs proches ou des associations de charité. Dossier interdit, un TD. Et tout de suite, des informations canadiennes après une petite pause. Les orang-outans à l'ère de l'iPad. L'endettement des consommateurs a atteint un autre record selon une agence de surveillance du Crédit national et c'est sans compter les prêts hypothécaires. Mais vous pourrez être surpris du crédit que les gens empruntent et pourquoi ils le font. Le directeur des ventes Bill Williams dit que ce concessionnaire Honda est en plein essor. Les ventes sont bonnes, elles ont augmenté au cours de l'année dernière et nous avons déménagé et à ce jour nous sommes très contents de nos ventes. Beaucoup de clients financent leur nouvelle Honda par l'entremise du concessionnaire. D'autres obtiennent des prêts bancaires. Les gens sont plus intelligents par rapport à ce qu'ils dépensent et donc ils peuvent se permettre d'acheter un véhicule neuf. L'augmentation des emprunts pour acheter un véhicule est le facteur le plus important dans la croissance du niveau de l'endettement des Canadiens. Nous avons vu des augmentations dans tous les types de produits partout au Canada, mais le domaine où la croissance persiste récemment est dans les prêts automobiles. En fait, la croissance de l'endettement par carte de crédit est en légère baisse. De même pour les marges de crédit. Les prêts réguliers sont en hausse de 1% seulement, mais les prêts automobiles ont fait un énorme bond de 13% l'an dernier. Moins de mauvaises nouvelles économiques en provenance de l'Europe sont probablement un facteur. Et aussi le fait que Mark Carney, le gouverneur de la Banque du Canada, maintient les taux d'intérêt bas. Mais le problème est que si les taux grimpent, ceux qui ont beaucoup de dettes seront visiblement en difficulté. Si nous avons une autre récession comme auparavant, il va y avoir plus de gens qui ne vont pas être en mesure de résister à cette tempête. Ils seront touchés beaucoup plus rapidement et grandement. Mais pour l'instant, les Canadiens semblent bien gérer leurs dettes. Les statistiques montrent que la majorité est sur la bonne voie avec les paiements de prêts. Et les faillites personnelles sont à leur plus bas niveau. Comment occupez-vous de très intelligents primates pour ne pas qu'ils s'ennuient? Donnez-leur un iPad, bien sûr. Ils sont parmi les primates les plus intelligents de la planète. Boudi, 6 ans, un orang-outan de Sumatra, au zoo de Toronto, a appris à utiliser des accessoires comme cette branche pour prendre sa nourriture. Donc ce n'était qu'une question de temps avant que Boudi et sa mère Poupie maîtrisent un autre outil, un peu plus high-tech. Le iPad. En utilisant des applications de l'iPad pour ses singes, le gardien du zoo, Matt Berridge, interagit avec ses amis velus avec un programme qui teste leur mémoire en faisant un jeu avec ses 4 icônes. Ils ne sont pas tout à fait au stade où ils sont conscients qu'ils doivent faire un jeu, mais ils retournent ces 2 cartes. Il y a une autre application qui puise dans le don artistique des orang-outans, mais cela risque de prendre du temps pour qu'ils deviennent de vrais artistes. Les premières fois, ils l'ont touché car ils recevaient de la nourriture en récompense, et quand ils ont appris à faire une ligne, ils l'ont fait. Des orang-outans qui utilisent des iPads n'est pas une chose courante que vous voyez tous les jours au zoo, donc cela attire les badauds. Avant cette technologie, il était impossible d'interagir avec eux. Ce sont des animaux intelligents, n'est-ce pas? Ont-ils besoin d'un iPad pour se divertir? Les enfants peuvent utiliser un iPad pour se divertir. Les orang-outans, je ne sais pas.
Le zoo de Toronto affirme qu'ils ne sont pas à la recherche d'une grande percée scientifique avec leur programme du iPad. Ils espèrent que les nouveaux gadgets amèneront du piquant dans la routine quotidienne des orang-outans, qui est en fait de se balancer. Après une brève pause publicitaire, vous trouverez plus d'informations internationales. Un espoir sur l'avion d'Amelia Earhart. Des débris d'un avion ont été découverts lors de recherches faites dans le Pacifique, tout près de l'île Nikumaroro. Selon le groupe international de recherche d'avions historiques, il s'agirait peut-être de l'avion d'Amelia Earhart qui a disparu lors d'un vol il y a 75 ans. 75 ans après la disparition de la célèbre aviatrice Amelia Earhart, des chercheurs pourraient avoir retrouvé les décombres de son avion tout près d'une île isolée dans le Pacifique. Au cours des recherches aux abords de l'île de Nikumaroro, des équipements de haute technologie ont été utilisés pour scanner le fond de l'océan. Des heures de vidéos en haute définition ont ainsi été capturées et une partie de ces images ont été diffusées sur la chaîne de télévision Discovery dans une émission intitulée « À la recherche d'Amelia Earhart, un mystère résolu ?» Cette vidéo a plus tard été étudiée de près par des spécialistes. On pouvait voir des objets fabriqués par l'homme pris dans le récif de corail à l'est de l'île. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir des débris de l'avion. Selon le groupe international de recherche d'avions historiques, Amelia Earhart et son copilote Fred Noonan auraient effectué un atterrissage d'urgence sur Nikumaroro avant d'appeler l'île de Garner à 500 km au sud-est de leur destination. Amelia Earhart et Fred Noonan ont été vus pour la dernière fois au décollage de leur avion Electra le 2 juillet 1937 en Papouasie, Nouvelle-Guinée, en direction de l'île d'Hollande, à 3000 km au milieu du Pacifique. Le pilote a signalé par radio être à court de combustible. Plusieurs heures plus tard, le contact radio était perdu. Une immense mission de recherche, la plus grande mission américaine de ce genre à l'époque, n'a pas réussi à retrouver la trace de l'avion. On a supposé que l'avion avait sombré en mer sans savoir si les passagers avaient survécu et combien de temps. Le groupe international de recherche d'avions historiques prépare une mission pour l'île de Nikumaroro pour y collecter les débris observés sous l'eau et essayer de résoudre le mystère de la disparition d'Amelia Earhart. Au Zoo de Londres, c'est la semaine médicale pour les animaux. Du plus petit au plus grand, tout le monde y passe. Pour gérer tout ce petit monde, une bonne organisation s'impose pour les gardiens du zoo. Une semaine annuelle qui ne s'annonce pas de tout repos. La pesée annuelle des animaux, du plus petit au plus grand, a commencé cette semaine au zoo de Londres. Les insectes, les oiseaux et autres mammifères sont tous passés sur la balance. Cette distraction annuelle a beaucoup amusé les animaux les plus joueurs. Pickle, le jeune pingouin de Humboldt, a fait ce qu'il devait faire, mais ses amis y ont vu l'occasion de passer un peu de bon temps. Pour les gardiens du zoo, ce n'est pas de tout repos. C'est une tâche importante pour les gardiens. Certains animaux, surtout ceux qu'on ne peut pas trop approcher, on ne peut pas bien voir leur état de santé. S'ils sont couverts de plumes ou de fourrures, comme les lamas, on ne peut pas bien suivre leur état de santé, mais en les pesant, on voit où on en est. Les gardiens s'inquiètent s'ils voient trop de poids sur la balance. Parfois, c'est aussi un signe de grossesse. Pour certains animaux, il faut regarder la longueur et la taille plus que le poids. Par exemple, un mille-pattes africain mesure environ 25 cm. Et pour mesurer la hauteur d'une girafe, c'est facile, il suffit de trouver une poignée de feuilles bien fraîches. Mais pour les suricates, c'est une autre affaire. Il y en a beaucoup, il faut les attraper un par un et ils veulent tous s'y mettre en même temps. On essaye de rester positif et ils ont une petite récompense, ce qui les amuse beaucoup de venir. Donc il faut essayer de les faire se tenir à la file indienne. Dark est une tortue géante de 72 ans. Elle est beaucoup plus calme et connaît bien l'exercice. Toutes les données sont partagées avec d'autres zoos et des programmes d'élevage pour permettre de mieux comprendre le cycle de croissance des animaux.
1215 fermiers de la région de Taoyuan à Taïwan viennent d'entrer dans le célèbre livre du Guinness des records. 1215, c'est le plus grand nombre d'agriculteurs réunis dans un champ pour planter du riz. Un bel événement qui a permis de faire renaître des anciennes méthodes traditionnelles oubliées. Les fermiers de Taïwan viennent d'entrer dans le célèbre livre Guinness des records avec le plus grand nombre de personnes plantant du riz dans un champ. 1215 fermiers de la région de Taoyuan, au nord de Taïwan, se sont unis pour établir ce record. Jusqu'à présent, le plus grand nombre de personnes plantant du riz avait été établi en Thaïlande le 6 mai 2010 avec 904 participants. Aujourd'hui, à Taïwan, il y en avait 1215. C'est un nouveau record mondial. Tout en établissant un nouveau record, cet événement a permis de faire connaître des méthodes traditionnelles d'agriculture. Les connaissances des vieilles générations pour planter des pousses de riz sont en train de se perdre. Cet événement peut servir à enseigner aux plus jeunes, c'est un point. Un autre point est d'encourager la réutilisation des terres abandonnées. Le participant le plus âgé avait 96 ans. Il cultive le riz depuis plus de 70 ans. En tant que fermier, c'est le jour le plus heureux de ma vie. Il y a tant de gens, mais je suis parmi eux. C'est vraiment amusant. Cet événement est bien pour l'agriculture. Près de 700 supporters enthousiastes sont venus encourager les fermiers. Il faut une grande endurance pour aller chercher ses cadeaux. Le parc d'attractions Ancol Dreamland de Jakarta a organisé une grande course de mâts où les sommets atteignent plus de 10 mètres. La hauteur, certes, mais le tronc du mât huilé, cela reste une autre paire de manches ou bien c'est une autre chose. Pour animer la 67e fête de l'indépendance indonésienne, le parc d'attractions Ancol Dreamland de Jakarta a organisé une grande course de mâts. Au moins 200 personnes de divers quartiers de Jakarta se sont rassemblées et ont uni leurs efforts pour atteindre le sommet des mâts à plus de 10 mètres de hauteur. Au sommet se trouvaient des prises attractives telles que des bicyclettes, des sacs, des livres et divers outils ménagers. Grimper au sommet des mâts n'est pas facile. Sur un tronc qui a été huilé, il est plus facile de descendre que de monter. C'est là que la stratégie et le travail d'équipe sont nécessaires pour s'agripper sur la surface glissante et atteindre le sommet. Je suis très heureux. Chaque année, je viens ici. Eh bien, pour atteindre le sommet, nous avons besoin de faire des grands efforts, de très grands efforts. Cet événement est organisé chaque année dans le parc Ancol Dreamland à l'occasion de la fête nationale indonésienne. Le 17 août n'arrive qu'une fois par an et tout le monde vient à Ancol. Nous offrons des cadeaux aux gens d'ici. Nous accrochons 67 vélos au sommet de 67 mâts. Mais pour obtenir les cadeaux, ils doivent se démener en grimpant ensemble. Ainsi, ils peuvent s'amuser, gagner un cadeau et aussi se faire plaisir. C'est donc utile à la communauté. Nouvelle NTD, Jakarta, Indonésie. Et voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de votre fidélité. De la part de la rédaction de NTD Le Journal, je vous souhaite un très bon week-end.